m'entendez bien? Est-ce que là, d'accord. Donc très rapidement, en préambule pour réagir sur quelques points, donc la présentation de la situation globale au Maroc, avant de faire rapidement un état des lieux, de parler de la situation et puis aussi de l'avenir, même s'il n'est pas toujours facile d'essayer de le prévoir dans ces conditions. Donc je suis effectivement journaliste au journal Hebdo, qui est interdit par le régime marocain depuis janvier 2010. Je suis la cofondatrice du mouvement alternatif pour les libertés individuelles qui s'appelle le mouvement Mali. Mali, en dialecte marocain, en langue arabe marocaine, veut dire Mali, qu'est-ce que j'ai de différent? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui est aussi un mouvement interdit, dont toutes les activités sont systématiquement interdites au Maroc. Et je travaille aussi avec Charlie Hebdo, qui est évidemment un journal français, qui ne peut pas être, mais qui est interdit au Maroc. Qui est interdit de vente au Maroc. Donc ça nous donne déjà un aperçu de la démocratie au Maroc. Et rappelons-le, la condition, les droits des femmes sont aussi intimement liés à la condition générale des droits de l'homme et de la démocratie dans un pays. Je vais parler je vais faire l'état des lieux depuis l'avènement de Mohamed VI. Tout d'abord, on a ce que l'on sait globalement sur le Maroc. Et on sait que l'État marocain, le régime marocain est un régime très très fort en matière de communication. Donc l'image d'Épinal que nous avons un peu, en tout cas pour les gens qui ne connaissent peut-être pas très bien le Maroc, voilà, on a l'image d'un souverain jeune qui est arrivé au pouvoir, qui a donné des signes forts en faveur de la femme. On a eu une réforme de la Moudawana, donc du statut personnel du Code de la famille qui a été faite en 2004. Ensuite, nous avons eu récemment une nouvelle constitution qui est censée avoir instauré l'égalité homme-femme, et puis des élections, etc. Effectivement, les avancées, les chiffres tels que nous les avons entendus de la part de Madame Saïdi. Maintenant, les signes forts qui ont été donnés par le souverain lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est par exemple le fait qu'il ait montré sa femme au public. Pour la première fois dans l'histoire du Maroc, on voyait le visage de la femme du roi. Ça a été vendu, marketé, comme étant une avancée de la condition féminine au Maroc. Or, si je puis me permettre, mon grand-père, qui était analphabète et qui n'était pas vraiment un homme très moderne, montrait sa femme au public. Donc, à ce titre, la monarchie marocaine était très en retard sur le peuple marocain. Premier point. Deuxièmement, sur la réforme de la Moudawana. Et là, on passe à quelque chose de plus sérieux. La réforme de la Moudawana, premièrement, et ne l'oublions pas, est le résultat, le fruit de 30 ans de lutte féministe au Maroc. Cette réforme de la Moudawana, dont on octroie le crédit, encore une fois, au roi du Maroc, et surtout donc, le résultat de l'accumulation d'années de travail de féministes marocaines, cette Moudawana, qui est censée avoir instauré une égalité au Maroc, et d'ailleurs qui, à juste titre, comme l'a souligné Madame Saïdi, est tout sauf, qui est encore insuffisante, c'est un texte qui a réparé des injustices envers les femmes, mais qui est tout sauf un texte égalitaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une réforme pour tout ce qui est divorce, répudiation, garde d'enfants, etc. Des améliorations dans ce sens, et aussi des améliorations pour la reconnaissance du mariage civil conclu à l'étranger uniquement, parce qu'il n'y a pas de mariage civil au Maroc. Pour les mères célibataires aussi, il y a eu quelques améliorations, ce qui est considérable, ce que nous saluons, mais nous ne sommes surtout pas, nous ne sommes toujours pas dans un état égalitaire homme-femme au Maroc. Nous avons par exemple une inégalité en matière d'héritage. Moi, en tant que femme marocaine, j'hérite la moitié de ce qu'héritent les hommes marocains. Nous avons une inégalité aussi en statut civil. Un homme marocain peut épouser la femme de son choix, une femme marocaine doit épouser un musulman. C'est-à-dire si elle décide d'épouser un Belge ou un Français qui est présumé chrétien par l'État marocain, ce type-là, même s'il est athée, même s'il est, il est obligé de se convertir à l'islam pour épouser la marocaine. Donc à ce titre, on peut dire qu'il est toujours mis sous tutelle, que sa vertu ou en tout cas sa foi est mise sous tutelle par l'État. Quatrième point, et on l'a découvert avec frayeur il y a quelques semaines, je pense que beaucoup d'entre vous ont découvert avec effroi le cas de la jeune Amina Filali, cette Marocaine qui s'est empoisonnée, qui s'est suicidée parce qu'on l'a mariée à son violeur.
Et justement, les féministes marocaines, en tout cas une partie d'entre elles, dénonçaient avec véhémence depuis assez longtemps l'article 475 du Code pénal marocain qui stipule qu'une fille mineure violée doit épouser son violeur. Donc l'État marocain ne considère pas la femme victime de viol comme une victime, mais comme une anomalie sociale, comme une honte, une anomalie sociale qu'il faut racheter par le mariage. À cela s'ajoute effectivement le fait que la magistrature marocaine reste extrêmement rétrograde, phallocrate et réfractaire à une vision moderne et égalitaire des lois hommes-femmes. La question du viol spécifiquement au Maroc, au Maroc, le viol n'est considéré en tant que tel que lorsqu'il y a eu perte de virginité. Lorsqu'il n'y a pas eu perte de virginité, ce n'est pas considéré comme un viol. Le viol conjugal n'existe pas dans la loi marocaine, sans parler des procédures, du calvaire que vivent les femmes marocaines qui ont été victimes de viol, qui se retrouvent d'abord dans un commissariat de police où on leur dit « Mais qu'est-ce que tu foutais à cette heure-ci, habillée de cette manière, à cet endroit-là » C'est à la femme de prouver qu'elle a été victime de viol. Et si elle a la chance de pouvoir se retrouver au tribunal, elle se retrouve devant une cour qui lui demande à elle de prouver qu'elle a été victime de viol. On ne diligente pas les enquêtes nécessaires, etc. pour ça. Et en plus, il suffit parfois que le violeur arrive devant le juge et qu'il dise « je l'ai payé » pour que cette femme-là se transforme tout de suite en coupable. Parce que le juge lui dira « d'accord, vous n'avez pas réussi à prouver que vous avez été victime de viol, mais votre plainte est un aveu en soi que vous avez eu un rapport sexuel illégitime. » Et là, on tombe dans l'article 490 du Code pénal marocain qui criminalise, qui punit de prison les relations sexuelles en dehors du mariage. Donc, aujourd'hui, quand on va dans un tribunal marocain et quand on regarde la liste des femmes qui passent en jugement, je dirais, grosso modo, je n'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas un très grand pourcentage, probablement 90%, de femmes qui sont jugées pour prostitution. À croire que l'ensemble des femmes marocaines auraient une prédilection pour la prostitution. En fait, non. Ce ne sont pas des prostituées congénitales, c'est le système qui fait que le viol, que la loi est extrêmement laxiste sur la question du viol et que tout est fait pour que la femme se transforme de victime en coupable. Et d'ailleurs, maintenant, la blague au Maroc, c'est vous voulez épouser une femme, elle ne veut pas, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, violer-la. Voilà. Donc, voilà, encore une fois, nous ne sommes absolument pas dans un État où il y a une égalité homme-femme. Maintenant, sur la Constitution marocaine. Alors, je dirais rapidement sur cette Constitution qui est venue, donc le roi a fait son fameux discours du 9 mars, après la naissance du mouvement de contestation du 20 février, qui est né dans le sillon des printemps arabes. Le 9 mars, le roi a fait un discours, dit historique, où il annonce une réforme constitutionnelle. Je précise que la réforme constitutionnelle était un terme tabou dans la politique marocaine jusqu'à ce qu'il y ait le printemps arabe. Personne ne voulait entendre parler de réforme constitutionnelle au Maroc. Donc nous avons eu au Maroc une réforme constitutionnelle cocotte minute. Au lieu de mettre en place une constituante élue telle que le demandait le peuple, le roi a désigné 19 personnes, dont des femmes évidemment, ça fait toujours bien, voilà, 19 personnes qui ont été chargées de rédiger une constitution dans les arcanes du palais royal en 3 mois. Ils ont eu 3 mois pour le faire. Ensuite, le peuple marocain a eu 10 jours pour soumettre cette constitution à référendum et elle a été votée à 98,6% de oui. Ce qui est franchement un score, voilà, je ne veux pas paraître subjectif, mais c'est un score digne de la Corée du Nord, en tout cas qui laisse douter sur la transparence de ce scrutin. Maintenant, voyons voir le contenu de cette constitution, notamment sur les questions d'égalité. Beaucoup d'observateurs au Maroc parlent d'une réforme cosmétique. C'est une constitution où on a enlevé le terme sacralité pour le roi, etc., où on a introduit effectivement la notion d'égalité homme-femme. Mais, attention, vous voyez cette constitution, on a l'impression que c'est un peu un contrat d'assurance, un contrat d'assurance où il y a des pièges, où on retrouve des petites alinéas, des petits points écrits tout petits qu'on ne remarque pas et sur lesquels on peut se faire avoir. On parle d'égalité homme-femme, mais attention, dans le cadre des constantes. C'est ce que dit le texte français de la Constitution. Le texte arabe dit « Al-Musawat bayna ar-rajul wal mar'a fi itar ihtiram
politique marocain, les constantes de la nation dans le jargon politique marocain, ça veut dire monarchie, islam, intégrité territoriale. En l'occurrence, c'est l'islam. Parce que, bon, l'égalité homme-femme, je veux dire, c'est voilà, rien à voir avec l'intégrité territoriale, en tout cas la monarchie. Là, on parle de la constante de l'islam. Moi, je dirais franchement, s'il y avait une possibilité d'égalité homme-femme dans le cadre de l'islam, on l'aurait su depuis 13 siècles. Et je salue ce que disait Fouzia, parce qu'effectivement, il est temps de sortir de ce discours, de ces clivages-là, quand on parle de la question des droits des femmes. Dans nos pays, quand on parle d'économie, quand on parle d'inflation, quand on parle d'agriculture, quand on parle de divers sujets de société, on est prêt à les débattre de manière moderne. Mais dès qu'on parle de la femme, tout le monde parle de religion. Alors, il faut que ces États, il faut que nos États se positionnent clairement. Sommes-nous des États islamiques? Et en l'occurrence, pourquoi sommes-nous des États islamiques sélectifs, et uniquement quand il s'agit de la femme, ou sommes-nous des États qui sont résolument tournés vers la modernité? Le régime marocain prétendra dans son discours de marketing, dans sa propagande, je dirais même, qu'il est un régime tourné vers la modernité. Voyons voir. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement islamiste qui a été élu, du parti PJD. Le parti PJD n'est pas du tout... on ne peut pas comparer l'arrivée du PJD au gouvernement au Maroc à l'arrivée de Nahda, par exemple, au pouvoir en Tunisie. En Tunisie, il y a eu une révolution et Nahda représentait les islamistes qui étaient persécutés par le pouvoir, même si on peut toujours dire que sur le plan idéologique, ils sont les héritiers et les principaux bénéficiaires de la dictature et de la suppression de la pensée critique dans nos sociétés. Au Maroc, rappelons que le PJD a été créé en 1998 sous la houlette de l'ancien ministre de l'Intérieur, Driss Basri. C'est un parti royaliste, autrement il n'aurait pas pu gagner les élections ni même se présenter. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu des avancées en termes de quotas, parce que la Constitution parle de quotas, mais nous avons un gouvernement qui arrive, qui est élu, avec une seule femme, qui est Bassima Hakaoui, et je dirais dans ce sens que c'est un recul à la fois quantitatif et qualitatif. Désolée de parler de Madame Hakaoui de la sorte, mais à mon avis, elle le mérite. Madame Bassima Hakaoui, ministre de la Femme et de la Famille, a commis, je dirais, des déclarations extrêmement choquantes, notamment après l'affaire Amina Filali. Elle a eu une conversation, par exemple, avec Madame Nabila Mounib, la secrétaire générale du Parti Socialiste Unifié Marocain, qui l'a interpellée sur la question du mariage des mineurs. Eh bien, figurez-vous que la ministre de la Femme, Madame Bassima Hakaoui, lui répond « Mais si la mineure est suffisamment développée, pourquoi pas ?» C'est-à-dire que pour Madame la ministre, il suffit que la jeune fille ait, excusez-moi du terme, une poitrine suffisamment développée pour qu'elle soit apte au mariage. C'est-à-dire qu'une fille de 14 ans qui a une grosse poitrine serait plus apte qu'une fille de 14 ans qui a une petite poitrine qui n'en a pas. Ça, c'est ce que pense aujourd'hui la ministre de la Femme au Maroc. Mais ces islamistes, pourquoi ont-ils, et ça sera mon dernier point sur lequel je vais conclure, les islamistes, pourquoi ont-ils, enfin, je n'ai pas compté le temps, hein, d'accord, voilà. Ces islamistes qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui sont tellement craints, que l'on perçoit comme étant une menace, à raison d'ailleurs, serait-il aussi nocif si nous étions véritablement dans des démocraties? Parce qu'aujourd'hui, tous ces régimes-là, et particulièrement le régime marocain, et comme avant lui le régime de Ben Ali, qui est très comparable sur différentes questions, et d'autres régimes, aiment à se définir comme des remparts contre l'intégrisme. C'est ainsi qu'ils aiment en tout cas se vendre auprès de leurs alliés européens et américains. Est-ce vrai? Le roi du Maroc est-il un rempart contre l'intégrisme? Je ne le pense pas, je pense même que le roi du Maroc, si l'on considère que l'islamisme, c'est le fait d'imposer la religion dans la donne politique, le roi du Maroc est le premier islamiste du pays. Parce qu'il est le premier à exercer le pouvoir, à exercer la souveraineté politique en vertu d'une légitimité religieuse. La souveraineté au Maroc ne vient pas du peuple, elle vient du roi, et elle vient du roi parce qu'il est commandeur des croyants. Il reçoit sa légitimité du ciel. Il n'est pas légitime parce qu'il est élu ou représentatif du peuple. Aujourd'hui, lorsque les laïcs qui sont